Merci aux organisateurs de l'appel de ce 20e congrès pour leur invitation, en particulier à Madame Sylvie Bocquet qui m'a invité en premier et à Madame Catherine Saliou, votre présidente, et à Monsieur de Marquet, votre nouveau président. Je crois que j'anticipe un peu sur les passations de pouvoirs officiels, mais merci surtout à vous tous pour votre attention. La question de la transmission, évidemment, elle est cruciale. Vous le savez, puisque vous en avez choisi. Elle est vaste et les intervenants précédents, les ateliers aussi organisés hier, ont insisté sur de nombreux aspects de la transmission. Transmission des connaissances, des valeurs, de la foi, aussi bien par l'école que par la famille. Et ils ont insisté aussi sur les difficultés nouvelles de son efficacité dans le monde numérisé où nous vivons, mais où les enfants, en grandissant, et les générations futures vont évidemment vivre de plus en plus. Alors je me suis demandé qu'est-ce qu'un regard de philosophe peut apporter de différent ou de plus, qui vous soit utile en essayant d'être aussi exact, accessible et que possible. Ça fait beaucoup en peu de temps, alors je vais essayer quand même en entrecroisant trois notions, la transmission, l'invention et l'autonomie. Le premier point que je souhaite souligner, il est très simple. La transmission est vitale. Alors vous allez me dire, mais on en est persuadé, on le sait bien. Je crois que nous ne sommes pas assez convaincus de son caractère absolument fondamental. Quand nous disons que la transmission est capitale, nous sommes très en dessous de la réalité. Ce que je veux très vite vous rappeler, et vous le savez, mais il faut le redire, c'est que transmettre, c'est l'activité qui définit l'humanité. Si on ouvre la focale en plus grand, le plus grand possible, eh bien, il faut repartir de là pour se poser après, évidemment, des questions tout à fait concrètes. Et il faut rappeler que l'univers humain n'existe qu'en fonction de multiples et de longues transmissions successives. Pour le comprendre, je vous propose une petite expérience de pensée. Imaginons qu'il n'y ait pas de transmission du tout. Essayons de construire rapidement, un instant, ce modèle. Il y a un philosophe qui l'a fait. À ma connaissance, il est le seul, mais il y en a peut-être d'autres. Je ne prétends pas tout connaître. C'est Rousseau. Rousseau, en 1755, dans le fameux discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, il imagine une situation absolument dépourvue de toute transmission. Alors je précise que c'est une fiction, que ce monde n'a jamais existé, mais c'est une fiction, vous allez voir, éclairante. Dans cette situation que Rousseau appelle l'état de pure nature, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, des animaux humains qui sont dispersés, qui vivent dans des forêts, dans les bois, dépourvus de langage, dépourvus de toute vie familiale, sociale. Alors, je dis animaux humains parce que ce sont cependant des humains. Ils ont en eux, dit Rousseau, la capacité qui leur servira plus tard à commencer à parler, à échanger, à construire une société. Mais en quelque sorte, ces capacités ne sont pas activées. Elles sont en sommeil. Il n'y a rien, par hypothèse, qui les a enclenchées. Eh bien, dans cet état de dispersion, on est sans langage, on est bien dans un état de transmission zéro, mais vous voyez tout de suite que c'est un état d'humanité zéro, d'histoire zéro, de progrès zéro. Parce que, et Rousseau l'explique bien, même si l'un de ces animaux inventait quelque chose, une arme, un mode de cueillette, il a une idée, quelque chose lui passe dans la tête, ça fonctionne, il ne serait pas en état, par hypothèse, de le transmettre. Pas de langage, pas de relation. Toute invention, dit Rousseau, meurt avec son inventeur. Eh bien, je crois que la conséquence, c'est ça. Sans transmission, pas d'humanité. Évidemment, pas de science, pas de technique, mais pas de valeur, pas de communauté, qu'elle soit religieuse, politique ou culturelle. Bref, sans transmission, rien. En tout cas, rien de ce qui fait l'histoire, le monde humain,
l'univers moral et langagier où nous vivons. Et, dernier point, le clivage entre animaux et humains se fait là. Il est évident que les animaux transmettent la vie biologique, reproduisent l'espèce et font passer d'une génération à une autre leur ADN particulier. Et bien évidemment, les parents humains en font autant. Être parent, c'est d'abord transmettre la vie biologique, mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Vous savez bien, nous savons tous que tout commence là. Parce que la transmission humaine, elle concerne aussi, évidemment, et d'abord le langage, le patrimoine, les valeurs, qu'elles soient morales, religieuses ou philosophiques. Alors, on pourrait en rester là, se dire, eh bien, c'est si crucial que nous devons transmettre le plus possible, le plus fidèlement, le plus intégralement, avec le plus de perfection que nous pouvons imaginer. Transmettons tout, toutes les connaissances, tout le patrimoine artistique, tous les textes fondateurs, transmettons nos croyances, transmettons tous les bons comportements. Autrement dit, on conclurait que plus on est à la fois fidèle et parfait dans la transmission, mieux ça vaut. Je voudrais vous montrer, c'est mon deuxième point, que ça n'est pas si simple que cela. Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que le but ultime de l'éducation, ça n'est pas la transmission, c'est l'autonomie de la personne. La transmission, c'est indispensable, mais c'est un moyen, ça n'est pas une fin. Ce que nous voulons transmettre à nos enfants de plus utile, de plus important, c'est la capacité à se débrouiller seuls. Ce que nous voulons qu'ils acquièrent, ce ne sont pas seulement des connaissances, des boussoles morales, mais c'est leur liberté, c'est leur capacité à juger par eux-mêmes, à décider de manière autonome. Ça s'appelle effectivement l'autonomie. Aucun parent ne souhaite vraiment que ses enfants deviennent des sortes de singes savants, des automates, des robots performants et calibrés. Alors, ce que nous voulons, bien sûr, c'est qu'ils deviennent des humains capables d'humanité et de liberté. Autrement dit, qu'ils aient un jour la possibilité de n'avoir plus besoin de nous, tout en sachant garder un cap. Cette dimension centrale de la liberté, c'est évidemment, ce n'est pas la licence, c'est l'autonomie. Et alors là, vous voyez que la question de la transmission se complique. Comment transmettre l'autonomie ? Comment combiner à la fois l'indépendance de l'individu, de la personne, et le respect des valeurs et des droits et des lois fondamentales ? Alors, évidemment, il existe, et elle est inévitable, mais elle est vivante, une tension entre ces deux pôles. D'un côté, l'éducation n'est pas et ne peut pas être une machine à formater les êtres humains, et de l'autre côté, elle n'est pas et elle ne peut pas être un abandon de toute règle, de toute valeur, au nom d'une sorte de liberté absolue et souveraine de l'individu. Et le point central, sur lequel évidemment nous avons sans cesse à réfléchir, c'est qu'il s'agit de défendre la transmission, bien sûr, mais pour aboutir à l'autonomie. Et du coup, il faut une transmission qui sache inventer, une transmission qui ne soit pas parfaite, qui ne soit pas intégrale. Parce qu'on a un autre modèle que je vais très rapidement évoquer, celui de la transmission intégrale. Une transmission où tout se transmettrait intégralement. C'est tout aussi inhumain que la transmission zéro. Le modèle existe chez Platon, dans ce fameux dialogue que nous appelons la République, titre mal traduit, c'est politeia, en grec c'est plutôt la constitution, l'édification de la cité. Et Platon, comme vous savez, imagine là une cité idéale. Une cité idéale où la vérité serait au poste de commande, au gouvernement. Vous vous souvenez tous sans doute d'avoir un jour ou l'autre étudié dans une classe le mythe de la caverne. Je ne vais pas vous faire un cours, je n'ai pas le temps, et puis on ne sait pas le lieu, mais vous vous souvenez quand même qu'il s'agit
de gens qui sont, depuis leur enfance, en train de regarder des ombres, des artifices, des choses factices. On les sort, on les fait devenir philosophes ou savants, et ils contemplent la vérité. La vérité, c'est-à-dire des vérités immuables, des valeurs et des idées fixes. Le bien, équivalent du soleil à l'extérieur, le beau et le vrai, qui pour Platon ne font qu'un seul. Et quand on a vu cela, eh bien il faut redescendre à l'intérieur de la caverne, refaire la société de fond en comble à partir des bons modèles. Et là, l'éducation est évidemment centrale, mais c'est une éducation fondée sur la détention d'une vérité absolue. Alors, elle devient, et c'est un des problèmes auxquels nous avons à réfléchir aussi, elle devient cette éducation qui serait parfaite et qui serait une transmission intégrale, un véritable dressage, un dressage des individus dans leur connaissance, mais dans leur affectivité, dans leurs désirs, dans leur relation aux autres. Et la cité idéale, parfaite et imaginaire, elle aussi, de Platon, se reproduit, se transmet totalement, mais au prix d'un écrasement des individus, au prix d'une suppression complète de leur liberté, donc de leur personne. Donc, une éducation qui transmettrait tout et parfaitement, elle aboutirait à une société non seulement totalitaire, mais une société sans histoire au double sens, sans désordre, sans conflit aucun, sans tension, mais évidemment sans évolution et sans progrès. Du coup, comment faire entre ces deux modèles? Parce que, vous voyez, cette perfection devient inhumaine et, d'une certaine manière, la transmission, elle se tient toujours entre deux extrêmes. Il ne faut pas qu'elle soit inexistante, il ne faut pas qu'elle soit intégrale et parfaite, les deux sont destructeurs, et on a vu aussi qu'elle doit évidemment transmettre des contenus, mais préserver la liberté et l'autonomie. Alors, quelle serait donc la bonne transmission? Je ne détiens pas la recette ni la clé, mais je vais vous proposer une réponse qui serait, c'est mon troisième et mon dernier point, que la bonne transmission, celle qui n'est ni nulle ni intégrale, pour être efficace, elle doit être à la fois inventive tout en étant fidèle. Il existe en quelque sorte une dialectique de la transmission. Bien sûr qu'elle doit être fidèle au contenu qu'elle transmet, parce que si le message est déformé, s'il est trahi, s'il est oublié ou tellement métamorphosé qu'il n'est plus lui-même, rien ne se transmet. Et pourtant, il est absolument nécessaire d'adapter, de traduire, d'interpréter, de refaire le geste de la connaissance elle-même. Et cette invention permanente, elle est indispensable. Et indispensable sur tous les registres et pour plusieurs raisons que vous connaissez, mais j'en rappelle quelques-unes. Disons 3 registres principaux. Il faut évidemment inventer en raison des outils de transmission qui changent. De nouveaux supports, les moyens de communication qui ne sont pas les mêmes. On passe de l'écrit à la bande dessinée, on passe de la page imprimée à la vidéo. Vous savez tous cela. Et il faut inventer aussi en fonction des changements de mentalité, adapter le discours aux époques, aux sensibilités, aux âges, au niveau d'instruction, aux personnes et à leur caractère. Et puis, il faut inventer des modes de transmission, justement, qui favorisent la continuité sans brimer ni briser l'autonomie des individus. Alors, la transmission, c'est donc finalement un processus très singulier. J'ai envie de dire que pour être réussie, elle doit être en partie imparfaite. Pour se poursuivre, elle doit se transformer, se réinventer. Pour être fidèle à elle-même, elle doit se modifier constamment, au moins en partie. Alors la difficulté, évidemment, c'est l'équilibre entre fidélité et réinvention. Et tout cela a bien évidemment quelque chose de difficile à élaborer, mais de difficile aussi à concrétiser. Ça a quand même quelque chose de rassurant.
je crois. Parce que pour que la transmission fonctionne, on en arrive à l'idée que du jeu est nécessaire, de l'espace, de mobilité. On ne transmet toujours, finalement, qu'en partie, avec évidemment des lacunes, avec évidemment des imperfections et des réinventions. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a rien là de dramatique. Une transmission vivante, elle réinvente ce qu'elle transmet. Elle interprète, elle réactualise. Transmettre la richesse d'une spiritualité, le système d'une philosophie, les données d'une discipline scientifique, chaque fois, ça revient à réinventer, au moins pour une part. Et je crois que ça vaut de tous les côtés. Ça vaut évidemment du côté du maître ou du transmetteur, ça vaut du côté de l'élève ou de l'étudiant. Et vous voyez qu'il y a toute une série de paradoxes de la transmission. Il faut une certaine marge d'infidélité à la lettre, peut-être, pour que se transmette l'esprit. Il faut des ratés, parfois des ruptures dans la transmission pour qu'elle se revivifie. Son paradoxe central, c'est bien que la continuité est nécessaire, mais qu'elle doit être finalement incomplète. Il faut distinguer en quelque sorte entre le noyau dur de la transmission et puis toutes ces variations. Si on en voulait un exemple, posez-vous cette question. Recevoir une éducation catholique en France. Est-ce la même chose en 2018, 1918, 1818, 1718, je vous laisse continuer, vous pouvez remonter ainsi de siècle en siècle. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Ben oui et non. Oui, évidemment, parce qu'il existe un noyau invariant qui fait qu'on se dit, se reconnaît, se vit comme catholique à chaque siècle. Et ce noyau constitue évidemment l'objet central de la transmission. Mais, chacun le sait et le voit, les moyens de cette transmission, ses inventions, ses styles, ses façons de faire, évoluent d'un siècle à l'autre, et même, il faudrait ajouter d'une région à l'autre, d'une école à l'autre, d'une famille à l'autre. Autrement dit, être ou recevoir et transmettre une éducation catholique en France, c'est à la fois la même chose et pas la même chose de siècle en siècle. Alors je ne vais pas entrer dans plus de détails, mais vous apercevez aisément qu'il n'y a pas de transmission sans imperfection, c'est ça principalement que je voulais dire, et qu'il n'y a pas de transmission sans invention. Et il y a des débats qui sont évidemment permanents et interminables sur la frontière et la tension entre les deux. Toutes les discussions entre conservateurs et progressistes, entre traditionalistes et réformateurs, portent sur des appréciations différentes de la fidélité et de l'invention. Mais tout le monde, je crois, sera d'accord sur la part inévitable de l'invention dans la transmission. Et je voudrais, pour finir, dire quelques mots sur la question particulière, spéciale en quelque sorte, de la transmission des valeurs. Pourquoi spéciale? Parce que les valeurs sont à la fois fixes et, si j'ose dire, je vais expliquer pourquoi je dis ainsi, vides. Je les appelle fixes, évidemment, les valeurs, parce que justice, courage, solidarité et bien d'autres valeurs ne sont pas radicalement différentes en 2018, il y a 2000 ou il y a 3000 ans. Ce qui change, ce ne sont pas les valeurs, ce sont les manières d'en parler. Ce sont les façons peut-être de les incarner, ce n'est pas leur contenu. Mais ce contenu fixe, il faut voir qu'il est aussi, paradoxalement, vide. Une valeur, ça n'est pas un contenu, ce n'est pas une connaissance, c'est une direction, c'est une boussole. La justice comme valeur, par exemple, elle doit s'incarner dans des actes, des décisions, des conduites justes. Et même chose pour le courage ou la solidarité, pour toutes les valeurs. Le propre d'une valeur, ça n'est pas de décréter le détail des choses qu'il faut faire, c'est de transmettre un horizon pour une liberté.
Et en ce sens-là, les valeurs sont toujours tournées vers l'avenir, vers ce qu'il y aura à faire demain, vers ce qu'il y aura à inventer pour être juste ou courageux ou solidaire ou tout autre, ou bienveillant, dans les circonstances qui éventuellement ne sont pas encore connues, ce qui se passera demain, après-demain et dans la suite. Les valeurs, ce sont des vérités ouvertes, dont les conséquences peuvent être différentes selon les circonstances. Alors, et ce sera ma conclusion, je souhaite simplement vous inviter à éviter des confusions. Ne confondons pas les principes et les circonstances. Les principes, ils sont fixes. Et je répète qu'à mon avis, ils sont d'une certaine manière absolument immuables. Il n'y a aucune raison de les modifier. L'idée fondamentale de ce qui est bien ou de ce qui est juste est rigoureusement la même au temps de Moïse, au temps de Socrate, au temps du Christ et aujourd'hui. Et pourtant, toutes les circonstances sont différentes, toutes les situations concrètes sont dissemblables. Alors, qu'est-ce qu'il faut inventer? Il ne faut pas inventer de nouveaux principes, c'est absurde, mais de nouvelles relations de ces principes aux circonstances. Et enfin, ne confondons pas transmettre des valeurs et produire des comportements. Produire des comportements, c'est toujours une affaire de dressage, de conditionnement, alors que transmettre des valeurs, c'est indiquer des directions, et ces directions sont fixes, je suis d'accord, mais des directions qui laissent l'invention du chemin à la liberté de chacun et de chaque enfant en particulier, selon sa personnalité, selon les données de la situation. Voilà pourquoi je vous ai proposé cette idée que transmettre, c'est inventer, j'ajouterais réinventer sans cesse. Il nous faut à la fois inventer pour transmettre, mais il nous faut également transmettre la capacité même d'inventer. C'est pour ça que le métier de parent et d'éducateur n'est pas facile, mais ça, vous le savez, je n'ai rien à vous apprendre. Et je pense que nous allons poursuivre cette discussion maintenant, et je vous remercie de votre attention.